Donc, Thomas ne s'est pas présenté, mais c'est notre responsable communication. C'est le monsieur sans qui on n'arriverait pas à se retrouver tous. Pour ma part, je suis Yves Dommage, je suis le responsable régional sud d'Ecodev et je suis en charge du pôle économie circulaire chez Ecodev. Alors, 1 minute 30 pour vous présenter Ecodev. Donc, on est un cabinet, un bureau d'études, un cabinet de conseil. L'idée, c'est d'essayer d'accompagner nos clients dans les différents enjeux et les différents aspects de leur démarche RSE, à la fois par du conseil et par la mise en place d'actions concrètes. On aime bien le PowerPoint, mais on aime bien en sortir aussi. Donc, on travaille beaucoup sur des sujets autour de la mobilité durable, autour du carbone, de la compensation des bilans carbone, la biodiversité, évidemment l'économie circulaire. Et puis, on a un pôle de communication intégrée qui est sous la houlette de Thomas, qui permet également de communiquer beaucoup donc, sur ces sujets-là et d'aider nos clients dans leur communication, ce qui est toujours un enjeu important dans ces sujets. Le petit agenda d'aujourd'hui, c'est essayer de vous faire une petite introduction. Alors, on va essayer de tenir les 45 minutes. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais au pire, on débordera un tout petit peu. Positionner le débat, de quoi on parle, pourquoi on en parle et qu'est-ce que c'est que ce sujet-là. Quels impacts, quel potentiel exploitable pour les entreprises. Rapidement passer, mais on va être assez rapide sur le sujet, mais quelles sont les démarches qu'on propose nous pour avancer sur ces sujets qui sont souvent complexes. Et puis après, quelques exemples de secteurs pour éclairer quelques démarches d'entreprise, quelques initiatives et les problématiques liées à ces secteurs. Donc à chaque fois, n'hésitez pas, comme Thomas le disait, vous pouvez poser vos questions via la conversation et puis on les traduira. Donc de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi on en parle? En fait, le point de départ, c'est notre modèle économique et aujourd'hui, notre mode de fonctionnement et notre mode de société est vraiment trop dépendant des ressources et de l'énergie. Comment? Oui, oui. Bon, je sais pas, il était sous les deux. Mettre en mute, merci. Donc, un exemple pour vous illustrer ça, c'est une étude de l'OCDE qui dit pour 1 000 $ de PIB, les pays de l'OCDE ont besoin de à peu près 400 kg de matière énergétique et à peu près 100 kg d'équivalent pétrole, donc de produits énergétiques. Pour vous donner un ordre de grandeur à échelle compréhensible, parce que 1 000 $ de PIB, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous, moi, chacun de nous, donc chaque Français aujourd'hui, c'est 38 000 $ de PIB annuel. Donc 38 fois 400, ça fait 15 tonnes de matière non énergétique, 4 tonnes de matière énergétique. Et au passage, tout ça dégage à peu près entre 10 et 12 tonnes de CO2. Donc clairement, on a un problème dans un monde fini de consommation des ressources et de notre capacité à avoir une de fonctionnement suffisamment durable sur cette consommation de ressources. En fait, la problématique initiale, c'est notre mode de fonctionnement, ou en tout cas le mode de fonctionnement qu'on utilise dans l'économie sur les, on va dire, 100 dernières années, c'est ce qu'on appelait l'économie linéaire. Donc, on a tout à fait rationalisé ce mode de fonctionnement. On va chercher des matières premières, on les extrait, on produit des biens de consommation, on les utilise, on les jette. Et donc, ça a un impact évidemment sur la consommation de ressources, sur la consommation énergétique, sur l'empreinte carbone et sur la production de déchets. Et l'idée derrière le sujet de l'économie circulaire, c'est bien évidemment de réduire à la fois cette
cette intensité d'utilisation des matières et de consommation des matières et de l'énergie, c'est de réduire la production de déchets en essayant de boucler non pas la boucle, mais les boucles. Il ne faut absolument pas réduire l'économie circulaire au sujet du recyclage pur et simple. C'est la possibilité de réutiliser des produits, de les réparer, d'étendre leur durée de vie, de les utiliser différemment et de les recycler. Un exemple très simple qu'on peut utiliser, on a tous une voiture, on en parlera tout à l'heure, mais je suis à peu près persuadé que tous autour de ce téléphone, on a une perceuse. Vous avez une perceuse chez vous, réfléchissez à combien de trous vous avez percé l'année dernière et quel est le taux d'utilisation de votre perceuse. Et pour créer une perceuse, vous allez mobiliser quelques dizaines de kilos de matière non énergétique et quelques kilos d'énergie pour produire cette perceuse qui est chez vous et qui dort. Donc, il y a énormément de sujets autour de ça et l'idée, c'est de réduire l'impact sur l'extraction en amont et sur les produits qu'on va en fin de vie qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que jeter, parce que la boucle à 100% n'existera pas, et comment on va pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc, pourquoi on vient vers ça? Évidemment, parce que il y a plusieurs facteurs qui font que le monde d'aujourd'hui est légèrement différent du monde d'hier. En particulier, bien évidemment, il y a un facteur de croissance de population. Il y a un facteur d'augmentation du niveau de vie moyen des personnes, on l'illustrera tout à l'heure. Et donc, on a cet effet néfaste sur l'environnement. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire l'épuisement n'est pas pour demain, ni pour après-demain, etc. C'est vrai. La vraie problématique, ou en tout cas la plus immédiate, ce n'est pas tellement la disponibilité des ressources, c'est la difficulté d'accès aux ressources et l'impact que ça va avoir. Au début du XXe siècle, pour extraire 100 barils de pétrole, il fallait dépenser l'équivalent énergétique d'un baril. Aujourd'hui, pour extraire 4 barils de pétrole, il faut l'équivalent énergétique d'un baril. Donc, vous vous doutez bien qu'en termes d'impact sur l'empreinte carbone, sur la ressource elle-même, etc., c'est compliqué. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau international et national. Donc, dans les objectifs de développement durable de l'ONU, les Nations Unies, vous avez un ODD 12, je crois, qui est production et consommation responsable. Vous avez au niveau européen un European Green Deal, et à l'intérieur de ce European Green Deal, vous avez un plan d'action sur l'économie circulaire qui met en place un certain nombre de sujets, qui vient après d'ailleurs un précédent plan d'action qui avait mis en place un certain nombre de directives sectorielles et d'initiatives. En France, vous avez la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mais vous aviez déjà en 2015 dans la LTECV des points importants sur le sujet, avec notamment des dispositifs sur l'obsolescence programmée, etc. Et en fait, c'est aussi, et je pense que c'est ça qui est important, c'est aussi pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les territoires, hein, quand on parle de collectivités territoriales ou autres, c'est un enjeu de différenciation parce que le modèle va changer, la bascule va se faire, et j'ai l'intime conviction que les premiers profiteront évidemment plus facilement de cette bascule que ceux qui seront des suiveurs. Pour vous donner deux petites illustrations, une étude de McKinsey qui est assez intéressante sur le sujet et qui dit que l'impact économique de tout ça est extrêmement important, puisque 2600 milliards de dollars de matériaux qui sont des produits de consommation courante, donc des matériaux qu'on va utiliser de manière très très rapide, puis jetés, sont jetés et jamais récupérés.
Donc, c'est quelque chose qui est assez important, enfin, qui est colossal, pardon, et qui représente 80% de la valeur de ces matériaux. Donc, on peut se poser la question, si on est une entreprise, de comment conserver la maîtrise de cette valeur le plus longtemps possible. Et puis, vous avez une déclaration de Frans Timmermans qui a été faite à l'occasion de l'annonce du plan européen sur l'économie circulaire, qui dit qu'aujourd'hui, seulement 12% des matières et des ressources dans notre économie proviennent de ressources secondaires, et ça va poser un certain nombre de problèmes, bien évidemment. Donc, pour vous donner quelques indicateurs, alors, je ne voudrais pas que vous preniez cette slide comme la slide de dépression, mais c'est quand même important d'avoir quelques ordres de grandeur là-dessus. Je vous ai dit, un des moteurs de tout ça, c'est la croissance de la population. Voilà les scénarios. Aujourd'hui, on est à peu près 7,5 milliards. Le scénario haut nous amène à 11 milliards en 2050. En 2100, ça pourrait être jusqu'à 16 milliards et demi. Et vous voyez que bon, plus on va loin, plus on a des incertitudes. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on prend le scénario bas à 2100, on revient à peu près au niveau où on est aujourd'hui. Donc, croissance de la population mondiale. Ce charmant graphique, c'est l'indice de développement humain. Donc, vous avez ici les 174 pays du monde, je crois. L'indice de développement humain, c'est un indice qui mélange, en gros, le PIB, la richesse, l'éducation, la santé, l'espérance de vie, et qui traduit ça par un indice. Et vous voyez que l'ensemble des indices, même les plus bas, sont en croissance sur une période longue. On est de 90 à quasiment 2020, et tous les indices sont en train de monter. Donc, le niveau de vie moyen est en train de monter. Alors, tous, sauf quelques-uns que vous allez voir décrocher de ci, de là. Le trait marron que vous voyez décrocher au milieu de la zone jaune, là, cherchez pas, c'est la Syrie. Vous pourrez trouver le Yémen qui décroche aussi, la Libye, etc., etc. Donc, dès qu'il y a une guerre, évidemment, l'indice décroche. Mais la tendance de fond, elle est là. Ça m'a bien plu parce que j'ai fait des études de chimie quand j'étais jeune. Et il y a des chimistes américains qui sont amusés à revoir le tableau périodique des éléments et à regarder à horizon 50 ou 100 ans quels étaient les matériaux qui étaient potentiellement en danger de disponibilité. Et vous voyez que beaucoup de terres rares, beaucoup de métaux commencent à être problématiques ou vont l'être dans les années à venir. Et je vais terminer par celui-là. Donc vous avez sans doute tous vu ou entendu cet indice. C'est le fameux jour du dépassement, donc le country overshooting. La moyenne se situe quelque part en août encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant là, c'est de voir au-delà de la moyenne quels sont les différents pays et le score des différents pays. Et vous voyez tous que si on vivait tous comme des Américains, le jour du dépassement serait en mars. Pour nous, on est de tête en mi-mai. Donc, le problème qu'on a devant nous va s'accélérer au fur et à mesure. Quelques concepts rapidement. Le premier, c'est, alors j'ai choisi deux visions qui sont je pense, assez complémentaires l'une de l'autre. Une vision qui est assez systémique, qui est celle de l'ADEME, qui a d'ailleurs été reprise par l'AFNOR dans la norme expérimentale de système de management de projets d'économie circulaire, qui est 3 domaines, donc l'offre des acteurs économiques, le comportement des consommateurs ou leur manière de consommer et la gestion des déchets. Et donc vous voyez bien que le recyclage en lui-même n'est qu'un seul des volets de cette boucle. Ce qui est intéressant sur le sujet de l'AFNOR d'ailleurs, puisque c'est la première norme
mondial sur le sujet, qui est encore en état expérimental, mais il y a un groupe de travail au niveau de l'ISO, enfin, il y a plusieurs groupes de travail au niveau de l'ISO qui sont en train de reprendre et de travailler sur ces sujets. C'est qu'elle place l'économie circulaire vraiment dans une démarche de RSE, c'est-à-dire qu'elle va regarder les projets d'économie circulaire sous l'angle de ces 3 domaines et de ces 7 piliers, mais aussi sous l'angle des 3 piliers de la RSE, à savoir l'environnement, le social et l'économique. Et puis vous avez une vision qui est, je trouve, plus processus et qui est quand même, je trouve, assez pratique pour une entreprise, assez intéressante à s'approprier pour une entreprise, qui est la vision de la Fondation Ellen MacArthur, avec les différentes boucles donc de prolongation de durée de vie, de maintenance, de réutilisation, de rénovation. Et vous voyez que la boucle de recyclage n'arrive qu'en dernier ressort, quand on a épuisé toutes les autres possibilités. Si on ne peut pas prolonger la durée de vie ou réutiliser le produit ou remanufacturer, rénover, réusiner certains de ses composants, eh bien, en fin de cycle d'utilisation, on va essayer de les recycler pour les remettre dans la boucle. Donc voilà pour cette petite introduction. Thomas, est-ce qu'on a des questions auxquelles il faut répondre déjà? Tu peux continuer. Je peux continuer. Donc brièvement, on va partir sur le sujet de quel impact et quelles opportunités pour des entreprises et des organisations. Je pense que ce qui est intéressant à voir en termes de mouvement de fonds, c'est que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les entreprises. Alors, évidemment, des gens comme Veolia, Suez, etc., qui sont en plein dans le domaine, mais ils sont dans le domaine du recyclage, ils sont vraiment dans le domaine de fin de vie, du fin de cycle d'utilisation. Mais des grands groupes comme Michelin se sont lancés dedans depuis déjà plusieurs années et ont une partie non négligeable de leur modèle économique qui dépend de ces sujets-là. On le verra tout à l'heure, mais Michelin vend des pneus, mais vend aussi des kilomètres de roulement ou des atterrissages et des décollages depuis plusieurs années. Vous avez des gens comme Fnac Darty qui sont en plein dans ce sujet, qui font des acquisitions stratégiques dans ce domaine pour dire, mais nous, on vend des produits électroniques qui sont quand même réputés pour être des produits avec des cycles de consommation très, très rapides. Et donc, on est exposé potentiellement à ce sujet-là. Et donc, on va aider nos clients à la fois dans la capacité à mieux comprendre les performances de leurs produits. Ils ont été très, très tôt dans les sujets d'indices de réparabilité, etc. On va aider nos clients à réparer leurs produits si ceux-ci tombent en panne. Donc, toutes les bases de données du service après-vente de Darty sont aujourd'hui ouvertes aux clients qui ont des problématiques de fonctionnement de leurs produits, etc. Vous avez des gens comme Danone qui réfléchit à ce sujet parce qu'ils le voient comme un sujet vraiment stratégique à long terme. La problématique qu'ils ont, on pourrait la résumer comme ça, c'est je vends la moitié de mon business, c'est de vendre de l'eau en bouteille plastique, et la moitié ou les 3/4 des humains sur cette planète considèrent que l'accès à l'eau est un droit, et je ne juge pas le fait que ça le soit ou pas, hein, ça me paraît évident, mais la moitié des gens pensent que l'eau devrait être gratuite et je la vends plutôt cher, et 80% des gens estiment que le plastique est quelque chose qui devrait être éliminé. Donc, quelque part, si je ne fais pas d'effort sur mon modèle économique et sur la manière dont j'appréhende tout ça, je vais dans un mur. Et vous avez des gens comme Schneider Electric qui cherchent à dissocier leur chiffre d'affaires de l'intensité énergétique et de l'utilisation des ressources pour leurs produits.
et leurs clients. Ceci dit, donc, tout le monde, enfin, on sent qu'il y a un intérêt des entreprises et des organisations. Ceci dit, les enjeux sont multiples et les difficultés sont assez nombreuses. On peut se poser des questions quand on veut rentrer dans les domaines de l'économie circulaire. On peut se poser des questions sur le modèle économique. Est-ce que je vends des produits ou des services? Quel partenariat je dois mettre en place? Qu'est-ce que ça implique au niveau de l'innovation chez moi et qu'est-ce que je dois changer sur mes produits, etc. Ça a des impacts sur la conception même des produits et des services, puisqu'on va parler du cycle de vie complet du produit ou du service que je fournis. Ça va nécessiter de développer des capacités qu'on n'a pas forcément, maîtriser un cycle de retour ou avoir en place des outils qui permettent d'assurer la traçabilité de l'utilisation d'un produit tout au long de son cycle de vie. Ça nécessite de développer des capacités qui ne sont pas forcément inhérentes au produit. Si vous décidez par exemple, comme ça commence à se faire aujourd'hui, de louer vos paires de chaussures ou de fournir un service qui est dans votre garde-robe, vous aurez X paires de chaussures en permanence et vous pourrez les changer à chaque saison, etc. Ça nécessite de développer des capacités de retour, des capacités de remise à neuf, potentiellement des capacités aussi de vérification de la bonne utilisation ou du dommage créé. Et puis, ça nécessite de développer des compétences sur l'ensemble de l'organisation, que ce soit sur la conception des produits, sur le sourcing, les capacités de production, le marketing, la vente, l'exploitation, la maintenance, etc., etc. Donc, définir comment on va aborder ce sujet, c'est à la fois important et complexe, d'autant que les points d'entrée sont multiples et il est, à mon sens, assez difficile aujourd'hui de se créer une vision. On peut aborder ça par les achats responsables, on peut aborder ça par l'analyse du cycle de vie, la gestion des déchets, on peut même regarder ça sous la forme, sous l'angle ou la perspective du système d'information avec ce qu'on a appelé les jumeaux digitaux et donc comment le fonctionnement de je monitore le fonctionnement de mon produit pendant toute sa durée de vie pour avoir une boucle de retour, pour pouvoir permettre de rallonger sa vie, etc. etc. Et donc, les points d'entrée sont multiples et pas toujours très fédérateurs parce que si vous abordez le sujet uniquement sous l'angle des achats, vous allez avoir un service achat qui va être impacté ou intéressé, mais vous aurez du mal à intéresser l'intégralité de l'entreprise, ou en tout cas à l'impliquer sur le sujet. Et puis, vous avez des démarches qui sont potentiellement assez coûteuses. Une analyse de cycle de vie, une ACV, c'est très vite quelques dizaines de milliers d'euros, avec des résultats qui ne sont pas forcément toujours très simples à exploiter. Si vous faites une ACV comparative entre deux idées que vous avez de produits ou entre deux produits que vous avez, vous pouvez très bien sortir de là avec le produit A, il consomme moins d'eau mais il génère plus de carbone et il a besoin de plus d'intensité énergétique. Et le produit B, il consomme moins d'eau mais moins de carbone mais plus d'énergie. Lequel est-ce qu'on doit favoriser? Et quand vous regardez, il y a un exemple qui est assez fameux sur ce sujet-là, c'est l'ACV qui avait été faite par l'ADEME il y a déjà une dizaine d'années, je pense, sur les sacs, donc les emballages jetables. Et l'analyse de cycle de vie montre que l'impact en termes de ressources, d'utilisation de ressources, de pollution, d'énergie, etc., d'un sac en papier, il est pire que l'impact d'un sac en plastique. Et que le seul argument qui fait que
on décide d'arrêter l'utilisation des sacs en plastique, c'est des sacs plastiques jetables, c'est le taux de fuite qu'on a dans l'environnement et le fait qu'une fois qu'ils sont dans l'environnement, on les a pour quelques centaines d'années devant nous. Donc c'est compliqué de développer sa vision. Et en fait, l'idée qu'on a essayé de travailler chez Ecodev, c'est comment établir une feuille de route et comment sensibiliser les équipes, les former et les acculturer à ce sujet, créer une dynamique, identifier les bons gisements d'opportunités pour essayer de se créer une feuille de route. Regarder aussi qu'est-ce qui se passait au niveau réglementaire et quels étaient les risques au niveau réglementaire. On a parlé tout à l'heure de la loi anti-gaspillage en France. Il y a un indice de réparabilité qui est dans cette loi notamment. Il y a des bonus-malus qui sont prévus sur les filières REP pour les entreprises. Donc, il y a un vrai enjeu également là-dedans. Thomas, je continue. Alors, il y a deux questions. Je te laisse juste si on les garde pour la fin ou non. Je pense que la première, on peut la garder pour la fin. C'est ton avis un peu sur l'actualité, c'est-à-dire comment va s'intégrer l'économie circulaire avec la période qu'on connaît actuellement. Voilà, comment ça va évoluer. Mais je pense qu'on pourrait y répondre peut-être à la fin. Oui. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des besoins spécifiques en matière de financement, besoin de trésorerie ou crédit pour les entreprises et organisations de l'économie circulaire, plus particulièrement pour les PME et ETI, et non les grands groupes tels que Danone ou Darty? Est-ce qu'il existe des besoins ou des capacités de financement? Alors là, on est sur besoins spécifiques en matière de financement, entre parenthèses, besoin de trésorerie ou de crédit. Alors oui, c'est évidemment que il va y avoir des besoins de financement. Après, ça va énormément dépendre de la stratégie que vous adoptez. Si par exemple, vous fabriquez des climatiseurs pour bâtiments et que vous décidez de louer un service de climatisation de bâtiments et donc de bâtiments industriels. J'ai vu une entreprise qui faisait ça il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je vous cite ce sujet-là. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a certains bâtiments qui vont avoir besoin à certaines périodes de l'année de climatisation, mais pas tout le temps. Donc, plutôt que d'avoir un climatiseur, un groupe froid, pourquoi à demeure, pourquoi ne pas le partager, etc. Donc si vous passez d'un modèle, je vends un équipement, à un modèle, je vends un service qui est une mise à disposition de cet équipement pendant une certaine période, votre modèle économique va vraisemblablement changer pas mal et votre modèle va devenir plus capital intensive que ce qu'il était avant. Vous allez avoir besoin de financer votre parc d'équipements. En parallèle de ça, vous allez évidemment avoir un flux de revenus qui va être plus lisse et plus récurrent, mais il y aura une transition. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il va y avoir des besoins qui sont potentiellement importants et ça ne peut vraisemblablement pas se faire ni du jour au lendemain, ni sans quelques précautions. Dans d'autres cas, ça peut simplement être de travailler sur l'éco-conception des produits et sur des modifications en termes de processus de production. Ce qu'on voit quand même souvent dans ces cas-là, c'est aussi des opportunités quand on dit je cherche à être moins intensif en consommation d'énergie, en consommation de ressources. C'est aussi des sources d'économie pour l'entreprise. C'est potentiellement consommer moins de matière pour le même résultat ou consommer moins d'énergie pour le même résultat. Donc, il y a des gains d'un côté, des besoins de l'autre, et évidemment, ça s'apprécie au cas par cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités pour rentrer dans des programmes, des appels à projets de l'ADEME, notamment sur ces sujets-là, qui peuvent servir d'amorçage de ces démarches.
Merci. Je te laisse peut-être continuer, on prendra les autres questions à la fin. Oui, d'autant que la première, ça va me laisser le temps d'y réfléchir. Euh, alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire qu'est-ce qu'on cherche à faire comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet d'économie circulaire, ça va être un projet qui va toucher l'intégralité de l'entreprise. On ne va pas simplement chercher à recycler nos tonneurs de cartouches ou notre papier de bureau. Donc, c'est un projet qui est quand même un projet de transformation. Et l'idée, le besoin quand on est dans un tel projet, c'est quand même de développer et d'établir une vision et de partager cette vision au sein de l'entreprise. Donc, la première étape, ça va être évidemment de sensibiliser, de former les équipes. Il faut qu'elles s'approprient le sujet, qu'elles s'approprient les concepts, qu'elles s'acculturent au sujet, qu'elles commencent à y réfléchir et qu'elles montent en compétence sur le sujet. Le deuxième point, c'est de créer une dynamique dans l'entreprise. Et ça, c'est le moyen qui nous paraît le plus adapté, c'est d'essayer de créer un noyau dur dans l'entreprise qui va porter ce projet. Et après, une fois qu'on a commencé à faire ça, c'est d'identifier des gisements, donc de générer des idées sur le sujet, de les évaluer. Ça va être aussi d'anticiper les évolutions réglementaires, d'identifier ces parties prenantes, de comprendre leurs attentes, de voir à ce sujet-là qu'est-ce qui peut être fait. Si je reprends mon exemple de ma perceuse de tout à l'heure, j'ai besoin de percer une douzaine de trous dans l'année. Et mon besoin, c'est quand l'envie m'en prend, je veux pouvoir le faire rapidement. Donc, je suis une partie prenante parce que client d'une entreprise potentielle, il faut qu'on puisse prendre en compte cette attente-là. Et après, il faut imaginer des nouveaux services, des solutions pour répondre à ces enjeux, à ces attentes, etc. Donc, on est vraiment dans la conception d'une chaîne de valeur. Et une fois qu'on a généré un certain nombre d'idées, ou en tout cas une première étape première série d'idées, c'est les classer par ordre de priorité, en disant qu'est-ce qui est simple et qui peut, c'est un classement assez classique, hein, qu'est-ce qui est simple et qui peut apporter de la valeur rapidement, qu'est-ce qui est compliqué et qui en apporte moins, et qu'est-ce qui coûte cher et qu'est-ce qui est moins onéreux. Et puis de classer tout ça et de se dire par quoi je commence et par quoi je continue. Et la manière dont on matérialise cette démarche, en fait, c'est une démarche en 3 phases. C'est une démarche d'accompagnement en 3 phases. La première, c'est comprendre l'existant. C'est l'existant sectoriel, l'existant de l'entreprise, sa culture, où est-ce qu'elle en est, quelles sont les problématiques qu'elle rencontre ou les sujets sur lesquels elle a travaillé. Et puis après, il y a un atelier d'innovation qui est le cœur de cette démarche, qui est plutôt sur comment on amène une équipe pluridisciplinaire qui peut être interne, mais pas forcément à l'entreprise pour co-créer ces nouveaux services ou ces nouveaux produits. Et puis après, on formalise tout ça en proposant une feuille de route sur le sujet. Et donc, quand je vous parlais du cœur de cette méthode, c'est quelque chose qu'on utilise et qui s'inspire essentiellement du design thinking, mais aussi de techniques d'animation qui s'appellent les liberating structures, qu'on utilise beaucoup chez Ecodev, pour inclure les parties prenantes, pour comprendre l'utilisation du produit et les besoins, et potentiellement imaginer les sources d'amélioration, générer des idées innovantes, et puis essayer de rentrer dans une boucle où on va pouvoir itérer pour tester, évaluer rapidement et mettre en place les idées qu'on aura trouvées.
Donc voilà, je n'ai pas voulu aller très loin sur cette partie-là, mais si vous souhaitez plus de détails sur cette méthode et comment on la met en place, on est bien évidemment à votre disposition. Je vais maintenant, si Thomas, il n'y a pas de questions, continuer. Ouais, je poserai les questions à la fin. Allez, on prend les questions à la fin. Donc, essayez de vous donner quelques exemples d'initiatives parce que ça peut être assez parlant. Je voudrais pas faire de finger pointing, donc je veux pas comparer ou juger les points que je vous montre, hein, ou les initiatives que je vous montre sur leur pertinence ou autre. Chacun se fera son idée sur le sujet. Mais l'idée, c'est quand même de montrer quel est sur des produits ou des services communs de la vie courante, quelle est la problématique aujourd'hui et comment certaines entreprises abordent cette problématique. Donc, le premier qui me paraissait intéressant, c'est les smartphones. On en a tous quasiment à minima 1. C'est un marché qui fait 1,5 milliard d'unités par an. Apple, en fonction des années, parce que même Apple a des mauvaises années, représente on va dire entre 10 et 15% du marché, ce qui fait quand même 200 millions d'iPhone par an. Et j'avais assisté à une de leurs présentations. Pour 100 000 iPhones, vous voyez qu'il y a quasiment 2 tonnes d'aluminium et il y a quasiment 1 kilo d'or, des terres rares, de l'argent, etc. etc. Pour vous donner une idée, donc 100 000 iPhones, c'est 5 heures de vente de produits. Donc c'est quand même quelque chose d'assez colossal, avec des taux de recyclage qui sont très très variables. Tout ce qui est fer et acier, on est assez performant en fonction des pays, des zones géographiques, etc. On a des 70-90% de taux de recyclage. Dès qu'on tombe dans les terres rares ou des métaux un peu spécifiques, le taux de recyclage peut vite tomber de manière assez dramatique à quelques pourcents, voire quasiment zéro. Alors justement, que fait Apple sur le sujet? Donc Apple a dit, écoutez, nous on a nos produits, bon, vous savez comme moi, qui sont quand même assez compliqués à maintenir pour vous et moi, c'est quand même des produits scellés, et donc Apple a créé Daisy, enfin Liam d'abord, puis Daisy ensuite, qui sont des robots de désassemblage. Et donc, ils ont mis en place un programme qui s'appelle Apple Give Back. Vous avez votre smartphone, vous allez sur Internet, vous tapez le type de smartphone, Apple vous dit, celui-là, je suis capable de vous le reprendre pour tel crédit et de re-rentrer dans la boucle. Bon, je vous invite à faire le test avec votre propre smartphone. Le mien ne vaut rien, il est un peu trop vieux, j'ai testé. Et puis Daisy est à 200 smartphones par heure, donc c'est sa capacité de pointe. Aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, 2 unités au monde de Daisy. Donc voilà, la réponse de Apple. Un peu opposé à ça, vraiment tout à fait à l'autre bout, vous avez des gens comme Fairphone. L'objectif du Fairphone, c'est d'être totalement ouvert, totalement modulable, totalement évolutif sur l'ensemble de ses composants. Vous trouverez facilement, si vous ne connaissez pas le produit ou le concept, vous trouverez facilement des vidéos sur YouTube où vous voyez qu'avec vos 2 mains et sans outils, vous pouvez déboîter les composants, les changer, etc. Et donc les faire évoluer. Mon écran est cassé, ma batterie n'est plus, etc. J'ai besoin d'un téléphone, d'un appareil photo un peu plus performant. Je change le bloc appareil photo, je change le bloc communication, je change, etc. etc. Et puis un troisième exemple qui est assez intéressant parce que on a tous vu ces images, vous les voyez en bas à gauche. Alors vous savez que une des grosses problématiques de ces appareils électroniques, c'est que
d'une manière ou d'une autre, comme nos autres pays avancés, on n'a pas très envie de les recycler, ou en tout cas ça nous coûte cher, etc. On a tendance à les faire passer pour des produits de seconde main et à les envoyer dans des pays tiers. Donc on a tous vu ces décharges, notamment en Afrique, où vous avez des gens qui font brûler ces produits pour essayer de récupérer les matériaux. Évidemment, ça dégage des composés assez désagréables pour la santé humaine. Et donc, vous avez une petite start-up qui s'appelle CTL, Closing the Loop, qui est hollandaise, je pense, et qui propose un service aux entreprises de compensation de smartphones. Donc, en gros, c'est vous achetez des nouveaux smartphones, vous avez ou pas mis les vôtres dans une boucle de recyclage, mais on va vous proposer de compenser l'impact, un peu sur le format compensation carbone, de compenser l'impact de votre téléphone en rachetant à ces pays-là, à ces pays émergents, donc en créant une nouvelle économie, et c'est la photo en bas à droite qu'on voit, dans ces pays émergents, une économie de récupération pour recyclage dans des conditions normales, avec nos standards occidentaux, de ces composants. Donc voilà, alors le sujet du smartphone est inépuisable. Il y a des équipements électroniques est assez inépuisable. Il y a énormément d'initiatives sur ce sujet, mais c'est juste un petit exemple. Il y a un autre exemple qui est assez criant, parce que je vous ai parlé de ma perceuse, je ne vous ai pas parlé de ma voiture, mais vous savez que la voiture européenne moyenne, elle est parquée 92% de sa vie. Sur les 8% qui restent, il y a 1% qui est je suis dans les embouteillages, il y a 1,5% qui est je cherche à me garer. Et en fait, elle est utilisée à peu près 5% de son temps. Et si vous ajoutez le fait qu'elle est en moyenne équipée de 5 sièges et qu'on en utilise 1, quelque chose en moyenne, la performance de cet assemblage est quand même assez discutable. Pour vous donner quelques chiffres, 1 milliard et quelques de véhicules en circulation au monde, 300 millions en Europe, c'est des chiffres 2013. Deuxième poste de dépenses des ménages. Alors les chiffres ADEME varient en fonction des années, mais entre 3 et 6 000 euros par an et par véhicule. Ça va dépendre évidemment du véhicule que vous avez. 50% de la superficie d'une ville est occupée par des routes. Donc une vraie question à un moment où la surface utilisable est quelque chose de sensible. Et puis, vous avez des directives, la directive VHU, véhicule hors d'usage, qui, depuis 2015, oblige à la valorisation de 95% des véhicules hors d'usage, etc. Donc, deux exemples là-dessus qui sont forcément des grands groupes, mais qui sont quand même assez intéressants. Renault, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui a travaillé un peu sur tous les axes de valorisation possible, donc qui est vraiment en train de se préparer sur le sujet. Une boucle pièce, donc qui récupère des fragments d'assemblage, enfin des composants de moteurs, notamment les boîtes de vitesse, des systèmes d'injection, etc., pour les reprocesser en usine et les remettre à neuf, pour les proposer à des clients en pièces détachées, voire pour les réinjecter dans leur propre circuit de fabrication. Ils ont développé une boucle matière, donc là on a descendu d'un étage et on est dans le recyclage de la matière, sur notamment le cuivre, etc. Ils développent des services de mobilité. Ils ont une filiale qui s'appelle Renault Mobility qui dit en gros, écoutez, n'achetez pas une voiture, louez un service de mise à disposition de véhicules, comme Cities, comme Totem Mobile,
qui est bien connu à Marseille, peut-être un peu moins dans les autres régions, mais qui est un service de véhicules en free floating à disposition des utilisateurs. Et puis, il y a des choses qui sont assez intéressantes qui ont été faites parce qu'ils ont réussi à trouver des débouchés pour des composants importants des véhicules électriques en dehors de je dirais, de leur périmètre naturel, puisqu'ils ont, avec Bouygues, lancé un projet de réutilisation des batteries de véhicules électriques. Vous savez que les batteries de véhicules électriques, c'est un composant qui est important pour le véhicule, puisque c'est lui qui va définir l'autonomie du véhicule. Donc, il y a des spécifications assez drastiques sur le sujet. Quand une batterie descend à 80% de sa capacité, par les phénomènes d'hystérésis propres au cycle de charge et de décharge. Donc, quand on arrive à 80% d'autonomie, on change la batterie alors qu'elle est capable de conserver de la charge pendant longtemps. Et donc, la réutilisation là se fait en mettant ces batteries dans des bâtiments sur les toits desquels on aura mis des panneaux photovoltaïques. Et donc, on va stocker l'énergie générée dans ces batteries, avoir que 80% ou que 70% quand le bâtiment ne se déplace pas, et ça arrive quand même assez rarement que les bâtiments se déplacent. L'autonomie est moins sensible dans ces sujets-là. Je vous parlais tout à l'heure de Michelin. Eux aussi ont quand même travaillé sur l'ensemble des axes qu'ils pouvaient pour réduire l'utilisation, le besoin en matière dans les pneus, pour collecter, valoriser, recycler les pneus, intégrer dans les pneus des matières d'origine recyclées, et donc pas seulement des matières vierges. Et puis, ils ont Michelin Solutions, qui est quand même un sujet assez intéressant, où ils ont transformé le produit pneu en service, et donc ils vendent à des transporteurs routiers, je dirais, du kilomètre, ils sont facturés au kilomètre, avec une équipe qui planifie l'entretien, change, et renvoie en réparation, en recyclage ou en remise à niveau les pneus, en enlevant tout un pan de cette problématique aux entreprises de transport. Là encore, ils ont pris en compte les attentes de leurs parties prenantes. Ils se sont rendus compte chez leurs clients que ce domaine-là était assez mal couvert. Il était difficile de suivre l'usure des pneus, de suivre les approvisionnements, etc. Et ça posait des problèmes aux transporteurs routiers. Et donc, ils ont mis en place ce service-là. Alors, il y a plein d'exemples. On va illustrer celui-là rapidement, qui est celui du textile. Je suis en train de regarder l'heure en me disant que le temps file. Mais donc, c'est la production annuelle de fibres pour l'habillement. Vous voyez que c'est des chiffres assez colossaux. 97% des textiles qu'on utilise pour l'habillement viennent de produits vierges, donc de produits de première utilisation. Et 1 kg de coton, c'est 3 kg de produits chimiques qu'on va épandre sur les terres, et c'est 4% des ressources mondiales en eau utilisées pour le coton. Sans parler d'un impact carbone, parce qu'il faut le promener des zones de production aux zones d'assemblage, enfin de production de coton vierge aux zones de production de vêtements, etc. Et donc là, plusieurs exemples qu'on va passer très vite. Patagonia qui a mis en place depuis très longtemps un certain nombre de dispositifs pour étendre la durée de vie et réparer les vêtements qu'on achète chez eux. Il y a même un site sur lequel on peut acheter des vêtements qui ont usagé d'autres utilisateurs, etc. J'avais adoré cette start-up qui s'appelle Petit Pli. C'est
c'est des Hollandais, je pense aussi. La problématique du vêtement de bébé qui ne va durer que quelques semaines et qui après, si vous n'avez pas le petit frère qui vient derrière, qui va être jeté ou mis au recyclage, qui a inventé un produit qui est capable d'aller de 4 mois jusqu'à 36 mois pour le même équipement, avec une vraie innovation technique. Et puis H&M qui met en place un certain nombre de services de collecte de textiles en magasin, qui a des espaces dans certains magasins pour réparer, qui met en place des tutos pour savoir comment réparer ces magasins, etc. etc. Bon, après, dans tous ces sujets-là, la vraie question, c'est quel est l'impact qu'on a. Hein. Je reviens aux 200 téléphones par heure d'Apple et qui en vend 100 000 en 5 heures. Il y a des vraies questions d'échelle, mais ceci dit, c'est des sujets qui sont travaillés et qui commencent à prendre corps. On peut aussi parler de l'alimentation, un tiers de la nourriture produite qui est perdue, l'emballage qui va avec, hein, 8 millions de tonnes de plastique, c'est un camion poubelle chaque minute qu'on jette dans l'océan. Le BTP avec le sable, qui est la deuxième ressource la plus consommée sur la planète après l'eau, après l'eau et l'air d'ailleurs, hein, pour être tout à fait, avec 40 milliards de tonnes de granulats qui sont utilisés chaque année dans le monde. On a vu aujourd'hui, enfin on voit aujourd'hui des trafics de sable, il y a eu des îles qui ont disparu parce qu'elles elles se sont effondrées dans la mer parce qu'on allait chercher du sable trop près des côtes. Donc ça a un impact sur les milieux marins, ça a un impact sur l'érosion des côtes, ça a un impact assez important. Et quand même, c'est 3/4 des déchets produits en France, c'est le secteur du BTP. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, comme vous l'avez peut-être vu, le sujet me passionne et je le trouvais passionnant, mais l'heure passe. Donc, Thomas. On va essayer de prendre quelques questions. Si on ne peut pas répondre à tous, on vous enverra les réponses. Donc, je reviens sur la première question que je t'ai posée tout à l'heure, qu'on a gardée pour la fin et en lien avec l'actualité. Donc, je te la pose telle quelle. Avec la période inédite actuelle, comment vois-tu la suite et comment l'économie circulaire va pouvoir s'intégrer? On parle déjà du fait qu'il faut revenir à du jetable pour des questions d'hygiène, par exemple, laisser de côté le recyclage à cause des contaminations. Bref, en gros, avec la période actuelle, comment tu vois la suite et comment l'économie circulaire va s'y intégrer? Pas simple. Non, pas simple. Je pense que ça serait un vrai faux procès que de dire la pandémie actuelle et les futures pandémies à venir, parce qu'il y en aura d'autres, vont nous empêcher de favoriser le jetable, etc. Je pense que ça serait un vrai faux problème. On n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix sur les ressources. Et encore une fois, l'économie circulaire, les concepts, les premières conceptualisations, elles datent des années 60-70. Mais c'est juste parce qu'on avait oublié ces sujets pendant un siècle, etc. Mais nos grands-mères étaient des expertes en économie circulaire, sur la prolongation de la durée de vie des produits, sur la réutilisation des produits, etc. Donc je pense que le mouvement, on n'a pas vraiment le choix pour toutes les raisons qu'on a exposées au début. Merci. On va prendre une autre question. Comment l'économie circulaire peut-elle être contributive à l'économie bleue? L'économie bleue, ça fait partie des concepts de l'économie circulaire. Donc, pour moi, je les opposerai pas. C'est deux sujets qui sont parallèles et qui se répondent tout à fait. Merci. Donc une personne dit qu'il y a un sujet important autour de l'économie circulaire qui conditionne presque sa bonne mise en œuvre, c'est le changement de culture, d'éducation des gens et de la société.
et notamment comment se tourner vers la sobriété. C'est un vrai changement de paradigme global. Quelles sont les clés pour diffuser cela aussi en entreprise? Alors, je pense qu'on a donné quelques clés, hein. Je pense que c'est important d'acculturer l'entreprise à ces sujets-là. Maintenant, donc on a proposé une méthode pour le faire. Je pense que c'est un vrai sujet qui est en lien avec le sujet de la RSE, hein. Si vous avez assisté à notre précédente conférence, on parlait de la prise en compte et de la prise de conscience des sujets RSE au sein de l'entreprise. On a exactement la même problématique. Donc, il y a une vraie question, un vrai enjeu d'acculturation, de communication là-dessus. Ça, c'est pour l'intérieur de l'entreprise. Pour l'extérieur de l'entreprise, il y a effectivement un vrai sujet de changement de changement de culture parce qu'on n'est pas habitué. Notre habitude, c'est de descendre de notre immeuble et d'avoir la voiture qui est garée sur le parking et de la nôtre et de l'ouvrir, etc. Mais je vous assure, pour utiliser beaucoup ces sujets-là, ces services-là, que vous vous habituez très très vite, au lieu de faire ça, à prendre votre smartphone, à regarder quelle est la voiture disponible la plus proche de chez vous, à la réserver si vous en avez vraiment besoin ou à y aller et à la récupérer, etc. Et ce qui est intéressant, on le voit beaucoup, alors on le voit plus, je pense, aujourd'hui dans les pays nordiques, mais j'avais vu des enquêtes, il faudrait que je me replonge là-dessus pour vous donner les références, mais sur ce sujet précis, on voit très bien que là où le service est disponible, donc en particulier dans les grandes villes et dans des pays nordiques, donc Suède, Hollande, Danemark, etc., où ces services sont plus développés, que la volonté des jeunes générations, c'est absolument pas de posséder une voiture pour en avoir tous les inconvénients. Compliqué à se garer, c'est cher, etc., etc. Il faut l'entretenir. Et de plus en plus, ces générations veulent un service, mais pas du tout les ennuis qui vont avec. Donc je pense que le mur n'est pas, la marche n'est pas si haute à franchir sur ce sujet. Merci. Autre question. Définir une stratégie, développer une vision, établir une feuille de route, lancer des projets de transformation sont des démarches classiques qui ont fait la gloire du développement de l'économie linéaire. Ne croyez-vous pas que nous devrions imaginer inventer d'autres approches d'action en rupture propres à l'économie circulaire? Alors, j'ai une réponse courte qui est non, mais plus étayée que ça. Non, je pense qu'on est vraiment dans le cœur de l'entreprise et le cœur des processus de l'entreprise. Et je pense que ce qui est important, c'est de prendre en compte d'autres contraintes que celles qu'on a prises jusqu'à maintenant, qui consistait à dire je veux produire, en gros, le produit le moins cher possible, suffisamment robuste, mais pas trop pour qu'on puisse le changer, etc. Et si on reprend la même entreprise, mais qu'on lui pose la problématique de manière différente, qui est je veux intégrer des notions de développement durable, je veux intégrer des notions de frugalité, des notions de respect des ressources, etc. On peut très bien arriver à des très très bons résultats sans sortir de ce qu'elle sait faire. Et je pense que c'est important de se baser sur ce que l'entreprise sait faire pour lui permettre de se projeter dans cette chose-là. Il faut aussi regarder l'aspect purement pratique de faire adopter ces choses-là. Et je pense que conserver un cadre un peu classique en mettant en valeur ou en avant des contraintes différentes, c'est déjà un grand pas et il ne faut peut-être pas aller plus loin. Merci. Une autre question intéressante. Comment mesurer la progression d'intégration d'économie circulaire dans l'entreprise, j'imagine? Est-ce qu'il y a peut-être des indicateurs ou autres? Alors, il y a plein d'indicateurs potentiels sur le sujet. Ça va vraiment dépendre des contextes.
Je vous invite, il faut que je pense à le mettre quelque part dans les, pardon, à le mettre quelque part dans les liens, mais EPE, Entreprise pour l'environnement, a publié l'année dernière des propositions d'indicateurs qui sont assez intéressantes parce qu'elles couvrent différents secteurs d'activité, parce que différents cas d'entreprise. Et donc, elles proposent des indicateurs qui sont assez intéressants. Je pense que c'est une bonne lecture en ce sens. Merci. On va prendre une toute dernière question qui est très orientée. Comment mettre en place une démarche d'économie circulaire sur une collectivité territoriale qui ne produit pas et dont la compétence de gestion des déchets est au niveau de l'intercommunalité? Donc là, on est très orienté collectivité. Alors là, il y a une démarche qui me paraît assez directe. L'ADEME a publié un référentiel. On s'est formé sur ces sujets-là d'ailleurs, mais l'ADEME a publié un référentiel qui se traduit sous la forme d'un super gros tableur Excel avec plein de feuilles et plein de questions, mais de manière plus sérieuse. C'est un référentiel qui est assez exhaustif et qui permet à une collectivité de se poser l'ensemble des bonnes questions pour mettre en place une telle démarche sur le territoire, donc que ce soit de manière générale ou par filière si le territoire a certaines filières particulièrement fortes ou particulièrement présentes, et qui permet de se poser les bonnes questions et de mettre en place les bonnes actions. Donc si le sujet vous intéresse, contactez-nous, on pourra vous en parler. Merci. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on essaye encore une ou deux questions? Allez, pour ceux qui sont encore ici. Est-ce une obligation maintenant pour les entreprises françaises, voire européennes, de penser à l'éco-conception de leurs produits, à la durée de vie, au recyclage, fin de vie de ces produits? En gros, on parle des réglementations pour ceux qui... Alors, pas encore, mais on sent bien que c'est vers ça qu'on va. Dans la dernière loi sur l'économie circulaire française, on prévoit en gros, on va le faire simple, on prévoit en gros plusieurs choses. On commence à parler d'indice de réparabilité et un jour ou l'autre, on va diffuser ça, le concept va se diffuser à la vitesse à laquelle il se diffusera, d'ailleurs c'est difficile à anticiper, mais l'indice de réparabilité des produits comme on voit aujourd'hui la performance énergétique, on aura un code couleur sur l'indice de réparabilité. La deuxième chose qui est importante, c'est elle prévoit aussi, je le disais tout à l'heure, des bonus-malus sur l'éco-conception des produits pour les produits qui sont concernés par une filière REP, donc responsabilité élargie des producteurs. Ce n'est pas encore totalement en place, mais en gros, vous savez que le principe de la filière REP, on l'a appelé pollueur-payeur, mais c'est de faire financer la boucle de recyclage des produits par les producteurs eux-mêmes. Et la loi prévoit de moduler la contribution de chaque producteur en fonction de l'éco-conception qu'il aura fait de son produit. Donc, en gros, si le produit est très bien conçu pour pouvoir être désassemblé, recyclé, etc., la contribution sera moindre. Le sujet n'est pas encore tout à fait mûr aujourd'hui. La loi est là, mais je dirais la mise en œuvre pratique n'est pas encore totalement sèche. Et c'est clairement la direction vers laquelle on va. Merci. Allez, toute dernière question, peut-être très rapide. Est-ce qu'on a des recos sur des formations en ACV? Est-ce qu'on a des recos sur des formations en ACV? Pas là tout de suite, je ne peux pas vous dire, mais je peux chercher ça. Vous avez un outil qui est intéressant, je pense, sur le site de l'ADEME, qui permet de faire, alors on a été formé à des outils de ce type-là, qui permet de faire une sorte d'ACV flash, qui va un peu moins loin sur la compréhension de la chose, mais qui vous permet de faire varier différents paramètres sur le transport, sur la fabrication, sur l'approvisionnement, etc., pour voir un petit peu comment un produit réagit. Là,
caveat que je vous donne malgré tout, c'est de faire attention. Dans l'ACV, le point important, c'est quelle est l'unité d'œuvre qu'on prend en compte. L'exemple type, c'est le mur de peinture. Pour comparer deux peintures, il faut comparer à la fois le pouvoir couvrant et la durée de vie de la peinture. Donc, l'unité d'œuvre qu'on va comparer, ça va être 1 mètre carré de mur peint pendant 10 ans. Et là, on va pouvoir voir combien de fois je suis obligé de repasser à ma peinture, est-ce que ma peinture couvre toute la surface ou pas, etc. Donc, dans l'ACV, une des grosses problématiques quand même au départ, c'est de se dire quel est le périmètre que je considère. Merci. On va s'arrêter là. Il est 10h10. Merci à tous d'être restés jusqu'à là. Merci Yves. Merci à vous. Voilà, on vous enverra le support. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus spécifiques à votre contexte ou autre. Et voilà. Yves, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Merci à tous. À bientôt. Et au plaisir de reparler de ces sujets-là. Parfait. Parfait. Merci à tous. N'hésitez pas à retrouver sur notre site le planning des prochains webinars. Voilà. Et je vous remercie une nouvelle fois. Bonne journée à tous et portez-vous bien. Au revoir.